Bonsoir, bienvenue sur cette nouvelle vidéo des incontournables. Cette semaine, je vais faire un classique incontournable, film à voir cette semaine à la télé, plus à la fin les films de Noël à la télé. Bientôt, je dis bien bientôt, il y aura sûrement une nouvelle section, les incontournables tests des films 4K en fou, en Ultra HD. Voilà, ça cogne. C'est ma petite tête de mort là qui cogne. Donc il y aura bientôt les incontournables Ultra HD tests Ultra HD. Évidemment ce sera des avis très subjectifs parce que je n'ai pas toutes les sondes ou je ne sais quoi. J'en ai rien à foutre d'ailleurs. Moi c'est un test vraiment pour voir si vraiment l'Ultra HD et la 4K apportent vraiment. Ça fait beaucoup de vraiment. Apporte quelque chose finalement au HD. Et puis je parle aussi des VHS, Laserdisc que j'ai eu aussi, DVD, Blu-ray et tout ça. Il y a des films que j'ai eu sur tous les supports. Mais bon, attention parce qu'en Ultra HD, j'essaie en tout cas d'acheter des films que je n'ai pas en Blu-ray, que j'ai éventuellement eu en DVD, en VHS comme là The Crow. The Crow récemment, il y a eu Ghost que j'ai eu en DVD. Voilà, Abyss que j'ai eu en DVD et en VHS, Gladiator que j'ai en DVD, en Blu-ray, et de toute façon je l'ai pas racheté en 4K, je sais pas pourquoi j'en parle. J'essaie de me concentrer surtout sur des films que je n'ai pas en Blu-ray, parce que l'upscale Blu-ray, je le trouve vraiment intéressant, mais c'est vrai que la grosse différence, là on peut dire que la grosse différence entre l'Ultra HD et le Blu-ray, ça reste tout ce qui est HDR et Dolby Vision. C'est ce qu'il y a de plus impressionnant en fait. Voilà. Avec éventuellement une définition ou une colorimétrie un peu changeante. Et je pense quand même que j'ai vu, parmi tous les tests que j'ai vu comme ça, des comparaisons, j'ai vu quand même qu'il y avait beaucoup de, je dirais pas de prise de risque, mais on sent quand même qu'ils en ont profité pour changer la colorimétrie de tous leurs films. Comme avec Twister. Avec Twister, le réalisateur apparemment c'est ce qu'il voulait. Il voulait que le ciel soit verdoyant, soit verdâtre en fait. Comme comment dire, comme s'il y avait vraiment des tornades et tout ça. C'est vrai que ça verdoie, c'est vert. Nous aussi, quand il commence à y avoir de l'orage et tout ça, on sent bien que ça verdoie. Quand je vois certaines scènes qui ont été carrément recolorisées, un peu exagérément, je dois bien avouer, j'attends de voir. Alors, je l'ai pas acheté, mais c'est vrai que Twister, je l'ai pas acheté en Blu-ray, je l'ai eu en DVD. Je l'ai dû en VHS, que je l'ai en VHS. C'est possible. Et donc ce sera un film que je m'achèterai, ça c'est sûr et certain. Et j'ai hâte de voir cette colorimétrie. C'est un peu un director cuts au niveau de la colorimétrie, donc c'est intéressant à voir. Donc voilà, tous les 4K n'apportent pas une vraie plus-value, surtout que la plupart des 4K c'est des mastering en 2K, c'est-à-dire c'est légèrement au-dessus du Blu-ray. Pourquoi 2K? Parce qu'il y a beaucoup de films, quand les effets spéciaux sont arrivés, ils ont préféré les traiter en 2K. Donc les films avec les effets spéciaux, après montage, traitement rendu, tout ça, et ben les films, les bobines n'existent qu'en 2K. Ce qui veut dire aujourd'hui tu peux pas les sortir en 4K ou en 8K ou quoi que ce soit, même si la caméra d'origine c'était une caméra 5K, 8K, 4K, tout ce que tu veux. Vu que ça a été traité avec les effets spéciaux en 2K, comme la prélogie des Star Wars par exemple, la première trilogie Star Wars, je crois que c'était des vieux effets spéciaux, mais attention, c'est vrai qu'ils ont rajouté des effets spéciaux après coup. À partir de 97, ils ont commencé, enfin George Lucas a commencé à rajouter des effets spéciaux et tout ça. Donc, c'est vrai que logiquement, les bobines d'origine, ils sont en 4K. Mais comme ils sont toujours en train de modifier les effets spéciaux, je pense que les 4K des Star Wars, de la première trilogie, ça doit être une vraie 4K. Par contre, la prélogie, c'est mort. La prélogie, c'est mort, à part refaire peut-être des effets spéciaux. Mais il y a eu un tel travail de fait à partir des bobines de l'époque. Je suis pas sûr qu'ils. Je pense que la prélogie en 2K, c'est quasiment sûr et certain. Donc voilà, il y a beaucoup de titres comme ça qui sont en 2K. Donc c'est pas des vrais 4K.
C'est de l'upscale derrière qui fait que les télé upscale, les lecteurs upscale, et t'as un travail d'upscale fait sur certains Blu-ray pour aller du 2K au 4K. Voilà. Mais le 2K c'est tellement proche du 1080p, en fait c'est quasiment kiff-kiff, que bon, l'intérêt est très limité, c'est pour ça que le Dolby Vision, l'HDR et la colorimétrie, qui est souvent une sorte de director cuts, permet d'une certaine manière de redécouvrir les films. Est-ce que ça vaut le coup, ça vaut pas le coup? Bah ça je te dirai ça quand ma télé, je recevrai ma télé un jour. Parce que là ça traîne un petit peu, la livraison traîne. Donc bon on verra. J'ai relancé Sony pour qu'ils voient avec le transporteur pour qu'ils se mènent le cul quand même à me livrer ma télé, un de ces quatre. Parce que là je commence à me poser des questions quand même. Donc quand je recevrai ma télé, il y aura sûrement une catégorie je teste l'incontournable test Ultra HD avec mon avis. Évidemment c'est un avis, évidemment c'est mon avis. Je suis pas un professionnel, faut bien quand même que je situe les choses. Je suis pas un professionnel du jeu vidéo, je suis pas un professionnel de la technologie 4K et compagnie. Je suis juste un passionné qui donne son avis. Mon avis peut paraître un peu dur parfois, mais bon, je crois que quand il y a certaines choses qui m'agacent et que je trouve vraiment pourries, je pense que apporter des nuances à des choses pourries, c'est une perte de temps pour ma part. Voilà. Après, pour d'autres choses, je veux bien apporter des nuances, mais c'est aussi la spontanéité, l'improvisation et tout ça, parce que bon, la semaine dernière, je n'avais pas prévu de parler de Quentin Tarantino, donc c'est vrai que c'était de façon improvisée comme ça. Donc alors, les incontournables films à voir cette semaine à la télé. On va commencer avec le lundi 20 octobre avec Et Dieu créa la femme à 20h55 sur Arte. C'est un film de 1956, c'est un drame, oui, c'est pas forcément une romance, moi je dirais que c'est un drame, un film de vie, on va dire, avec Brigitte Bardot et Jean-Louis Trintignant. C'est un film de Roger Vadim. Je te lis la synopsis. À Saint-Tropez, une jeune orpheline, Juliette, évolue parmi trois hommes qui la convoitent. Michel, qui travaille avec sa famille sur un carénage. Son frère Antoine, ouais, le frère de Michel, plus aventureux et un quinquagénaire étranger. Caradine, prometteur et directeur de boîte de nuit, qui veut bâtir un casino sur la plage. C'est un film que j'ai vu assez récemment, j'ai dû le voir il y a 1 an, 2 ans. Donc Brigitte Bardot, c'est une très belle femme, très belle jeune femme, et évidemment tout le monde la convoite, et ça c'est un peu ce qui est marqué là. Tout le monde la convoite, et en fait, le titre Et Dieu créa la femme, c'est un peu ironique parce qu'en fait, tout le monde se déchire autour de cette femme-là en fait. Et c'est pour ça que le titre et tout ça, et le film, j'ai pas envie de parler de romance parce que j'ai vu qu'ils avaient mis romance dans le synopsis, mais j'ai plus parlé d'un drame, surtout comment ça se termine et tout ça. Ça reste un très bon film quand même que j'ai vraiment apprécié pour un vieux film. Et c'est un film qui est très révélateur finalement des relations entre les hommes et les femmes, parce que moi j'ai un peu connu ça aussi. On était plus d'hommes que de femmes dans les groupes de potes auxquels j'ai fréquenté tout ça. Il y avait toujours il y avait 2, 3, voire magnifiques femmes, c'était toutes magnifiques, et on s'est quasiment tous déchirés pour elles. Et c'est comme ça, et en fait, Dieu créa la femme, j'ai l'impression de voir la même chose. J'ai l'impression de voir la même chose, et on a beau être potes, on a beau être frères, on a beau être tout ce que tu veux, on va se déchirer pour les femmes. Et c'est comme ça, puis voilà. Donc on va continuer avec le mardi 21 octobre, avec Entretien avec un vampire à 20h55 sur RTL 9. C'est un film de 1994, un film fantastique, avec Tom Cruise, Brad Pitt et Kirsten Dunst, et aussi Christian Slater. C'est un film de Neil Jordan. Alors le synopsis, arrêtez de traîner les chaises là-haut. Le synopsis, le destin de 3 vampires se retrouve mêlé pendant des siècles. Alternant, faut que je respire, alternant entre amour et trahison, solitude et soif de vengeance. Donc ça c'est
c'est un film que j'ai pas vu depuis très longtemps. J'ai dû l'avoir en DVD. Je l'ai pas vu au cinéma, ça c'est sûr et certain, on l'avait découvert après. C'est un film de 94, ouais 94, si. On allait au cinéma, tout ça. Mais ouais, j'ai pas dû le voir au cinéma. Peut-être que si, comme j'ai dit, on allait tout voir au cinéma qu'à un moment donné, je me rappelle plus trop quoi. Il m'a pas marqué alors. Toi, il y a des films qui m'ont marqué, mais il y a surtout des séquences qui m'ont plus marqué que certains films. Des séquences parce que ça s'est mal passé avec. Soit on n'avait pas de place et on s'était fait séparer à droite et à gauche. Avec la Cité de la Peur, c'était ça quoi. On était arrivé en DRDR à la dernière minute. Et on nous avait placés, et on nous avait séparés pendant la séquence. Mais je te dis, il y avait une place qui était là. Moi j'étais sur le côté, vraiment sur le côté, quasiment devant, sur le côté, je voyais que dalle. Il y en a un autre, il était au milieu, un autre qui était de l'autre côté là-bas. Mais ils nous ont mis sur toutes les places restantes, ils nous ont séparés. C'était une très mauvaise expérience. Bon, le film est sympathique, il n'y a pas de souci. Mais tu vois, il y a plus d'expériences qui marquent certains films où il s'est rien de passé de particulier. Bah, on a tendance à oublier. Bon, c'est pas un film qui est exceptionnel en soi. Je veux dire, c'est pas un film, c'est un film de vampire. Mais c'est pas un film où il y a plein d'actions, plein de machins. C'est pas Blade ou tout ça. C'est pas un film qui est choquant, qui marque. Ça reste un film assez lent de ce que je me rappelle. C'est un vampire qui répond à une interview à un journaliste. Et il parle de pourquoi il est devenu vampire, tatati, tout ce que tu veux. Et il raconte son histoire. Voilà. Je me rappelle de la fin. La fin est très marquante avec la musique de. C'est les Guns N' Roses à la fin. C'est les Guns N' Roses qui font le remake de Sympathy for Devil des Rolling Stones. Ouais, c'est ça doit être les Guns N' Roses. Ouais, c'est les Guns N' Roses. C'est la reprise des Guns N' Roses. 94, ouais, c'est l'année. C'était sur Spaghetti Incident, je crois. Album de merde, hein, franchement. Spaghetti Incident, c'était la chute des Guns N' Roses. Hein. Je suis même pas sûr qu'il était sur cet album-là. Non, je dis une connerie. Sympathy for the Devil, il était pas sur cet album-là. Il devait être sur la bande originale et après j'avais retrouvé sur le best-of. Le best-of des Guns N' Roses. Mais il était pas sur Sympathy for the Devil. Enfin, sur Spaghetti Incident. Bah tiens, voilà, je t'ai trouvé la chanson de la semaine. Je vais te mettre Sympathy for the Devil. Bon, finalement, je vais faire. Voilà. Donc là, c'est l'incontournable chanson de la semaine. Avec Sympathy for the Devil des Guns N' Roses, qui est une reprise des Rolling Stones. Donc voilà, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Je mets comme une petite mise en garde. Certains le considèrent comme un chef-d'œuvre. Après, c'est pas un film qui me marque plus que ça. Moi, qui m'a pas plus marqué que ça. Ça reste un bon film, mais je ne le mettrai pas dans mes top 10 peut-être des films de vampires. Faudrait que je réfléchisse à ça. Un top 10 des films de vampires. Dedans, il y aurait sur Vampire, vous avez dit Vampire 1, le 2 éventuellement. Il y aurait Dracula pas de Luc Besson, mais de Francis Ford Coppola. Même si c'est une interprétation personnelle de Ford Coppola autour de l'histoire d'amour qui n'existe pas, faut le dire. Ça n'existe pas dans le livre Dracula. Voilà, faut le dire à Luc Besson parce que Luc Besson, c'est un menteur. Il dit qu'il a lu le livre de Bram Stoker en disant qu'il revient à l'origine du livre. L'histoire d'amour, qui dans le livre, il n'y a pas d'histoire d'amour dans le livre, c'est pas possible. Vu comment est conçu le livre Bram Stoker, c'est pas possible qu'il y ait une histoire d'amour et qu'on sache quoi que ce soit sur le passé de Dracula ou peut-être sur certains détails qu'il aurait racontés. Mais bon, je vais pas revenir sur ce bouquin-là, j'ai déjà décrit tellement de fois ce bouquin-là que bon. Ouais, à réfléchir pour les films de vampires, j'adore Blade aussi, un film d'action avec Wesley Snipes. Avec Wesley Snipes, j'adore le tout premier, après le reste c'est bon. Le premier était vraiment exceptionnel, il était rock'n'roll, il était fou quoi. Ouais, faudrait que je réfléchisse à un top 10 de films de vampires. Ouais. Faudrait que je réfléchisse à ça. Il y a des trucs qui sont très très bien. Il y aurait peut-être Entretien avec un vampire à revoir, tu vois, moi je me le suis enregistré pour le re-regarder. Donc si t'es intéressé, c'est le mardi 21 octobre
à 20h55 sur RTL9. Bon, on va passer au jeudi 23 octobre avec le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, à 21h25 sur TMC. Alors, il y a aussi Harry Potter cette semaine, tout ça, mais c'est pareil. Je mets le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Pourquoi? Parce que ça reste quand même une trilogie assez impressionnante à regarder. Même pour ceux qui sont pas forcément fans de fantasy, tout ça, ça reste quand même quelque chose d'intéressant à regarder. C'est la version courte, c'est pareil. Parce que moi, je n'aime quasiment que les versions longues, les versions courtes, que j'ai eu beaucoup de mal à aider. D'ailleurs, celui-là, la communauté de l'anneau, je me rappelle, on a été le voir au cinéma. Je sais plus quel jour. Le lendemain, on est retourné le voir au cinéma avec un qui l'avait pas vu, qui avait lu le livre, machin, gna gna gna. Donc, je suis retourné voir la communauté de l'anneau au cinéma, alors que j'avais pas aimé la première fois. Je suis retourné le voir une deuxième fois et j'ai pas plus aimé que ça. Je l'ai acheté en DVD, donc je l'ai revu une troisième fois. J'ai pas plus aimé que ça. Mon frère m'avait conseillé la version longue. Bon, et quand j'ai eu l'occasion, quand je me suis acheté en Blu-ray les versions longues, après avoir acheté les versions longues de la trilogie du Hobbit, que là par contre j'avais bien aimé. J'avais bien aimé les versions cinéma. Donc je me suis acheté les versions longues du Hobbit, j'ai adoré. Et je me suis dit, tiens, je vais acheter les versions longues des Seigneurs des Anneaux. Et là j'ai vraiment bien aimé. C'est bizarre, hein. C'est vraiment bizarre. C'est la trilogie du Hobbit qui m'a fait aimer la trilogie du Seigneur des Anneaux en version longue. Donc voilà, je le mets là, mais ça reste la version courte qui dure 3 heures quand même. C'est sur TMC, donc ça va commencer à 10h du soir. Ouais, je le mets là, mais avec une petite mise en garde quand même. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, pourquoi pas. Le premier est quand même sympa. C'est le meilleur pour moi de la trilogie. Ça reste le meilleur parce que ça reste le plus celui qui est le plus fidèle au livre. Quoi qu'il manque toute la partie sur l'aventure des Hobbits. Car le livre se concentre sur une grande aventure des Hobbits, tu vois. Et toute cette partie-là, il y a une grosse partie qui a été virée, qui a été dégagée. Et ils ont rajouté la partie sur l'histoire d'amour entre l'elfe et Viggo Mortensen. Bon, voilà. Pourquoi pas? Non, c'est très bien. Franchement, j'aime bien. J'aime bien l'interprétation quand même. Je suis moins fan des deux tours. Les deux tours, ça a été ma plus grosse déception. Parce que je trouve que les arbres, comment ils s'appellent les arbres? Les Hunt, non? Ah, comment ils s'appellent les arbres géants? Je trouve qu'ils ont été mal représentés dans les deux tours. Au niveau des effets spéciaux, tout ça, ils ont été mal représentés par rapport au bouquin et tout ça. Et puis il y a plein de petites choses qui m'ont un peu plus dérangé. C'est vrai. Et le retour de roi, c'est vrai qu'il y a des détails. Déjà, le début du retour de roi, c'est la fin des deux tours du bouquin, avec l'araignée et tout ça, tu vois. Donc déjà, il y a des... Mais bon. Voilà. Donc voilà, c'est un film de 2001. Donc en 2001, j'ai été voir 2 fois ce film au cinéma. La vache, 2001. Avec Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen et Liv Tyler. C'est un film de Peter Jackson. Bon, je vais pas te lire le synopsis parce que on connaît tous par cœur. Donc après, je vais partir sur le samedi 25 octobre avec Rush Hour 2 à 20h55 sur RTL9. C'est un film de 2001. Tu vois, cette année, j'ai été voir Le Seigneur des Anneaux 2 fois. Et Rush Hour 2 avec Jackie Chan et Chris Tucker. Et c'est toujours de Brett Ratner. Donc le synopsis, le temps des vacances est arrivé pour l'agent James Carter qui rejoint l'inspecteur Lee, son collègue à Hong Kong, en vue d'y passer quelques jours de détente et de repos bien mérités. C'est vrai que je me rappelle, c'est vrai qu'il était drôle aussi, ça a été très marrant celui-là. Les distractions sont de courte durée. Une bombe éclate à l'ambassade américaine, faisant 2 victimes. L'enquête est confiée à l'inspecteur Lee, qui en fait bientôt une affaire personnelle. Donc voilà, faut pas oublier que Rush Hour, ce n'est pas des chefs-d'œuvre, d'accord? Le 1 et le 2 sont toutefois très très sympathiques. Ils sont bourrés d'humour, ils sont vraiment sympas. Donc si t'as envie de regarder des bonnes comédies, franchement, fais-toi plaisir avec Rush Hour, ils sont vraiment génialissimes ces deux-là.
Le troisième, ils vont nous sur... Ah, ça cogne, c'est chiant. Le troisième, ils vont nous le passer, mais le troisième, c'est une purge. Voilà, c'est une purge. Ça se passe en France. C'est une purge le troisième. J'ai vraiment détesté le troisième. Donc je le conseillerais sûrement pas. Donc voilà. Après, alors là, ce film-là, pour moi, c'est mon coup de cœur. C'est mon coup de cœur. Et c'est un film qui est aussi rare que extraordinaire. Et avec deux acteurs, deux énormes acteurs que j'adore en plus. Je comprends pas là qu'ils l'ont pas sorti en Blu-ray. Je suis même pas sûr qu'il existe en Blu-ray. J'ai le DVD. J'ai le DVD qui traîne encore. Et c'est un film, c'est une comédie romantique. Donc le dimanche 26 octobre, on a Un beau jour à 13h30 sur Arte. Donc Arte passe le dimanche, dimanche après-midi en début d'après-midi. La semaine dernière, ils ont passé Big, une comédie assez sympathique que je t'ai proposée. Et là, ils passent Un beau jour. Ils passent pas le soir, ils le passent en début d'après-midi. Il y avait aussi Éclair de lune qui passait l'après-midi. Donc c'est un film de 96, une comédie romantique que je n'ai pas été voir au cinéma, ça c'est sûr et certain, que j'ai découvert beaucoup plus tard. Enfin beaucoup plus tard, quelques années plus tard. C'est avec George Clooney et Michelle Pfeiffer. Et c'est un film de Michael Hoffman. Je vais te lire le synopsis. Journaliste new-yorkais Jack Taylor voit débarquer à l'improviste son ex-femme qui lui amène leur fille à garder pour une semaine. Jack doit aller chercher Sammy, le fils de Melanie Parker, pour emmener les deux enfants faire une excursion avec leur classe, mais ils sont très en retard et ratent le départ. Mélanie, qui travaille dans un cabinet d'architecte, est furieuse car elle a un rendez-vous très important avec son patron. Donc c'est une comédie romantique vraiment comme ça. Elle est simple, elle est rigolote, elle est touchante, vraiment touchante. Quand tu vas voir ces deux acteurs qui sont très beaux, George Clooney et Michelle Pfeiffer, ils sont super beaux, surtout à cette époque 96. Quand tu vois ces deux acteurs se tourner autour de manière un peu... tu vois, ils sont vraiment rentre dedans, ils tombent pas amoureux comme ça. Mais c'est vraiment touchant et la fin, moi, j'ai trouvé très touchante. Et ça reste une de mes comédies romantiques préférées. C'est vrai que j'ai tendance à l'oublier parce qu'elle est en DVD dans un de mes placards qui traîne quelque part là. Parce que j'ai plein de DVD, hein. Plein de DVD dans un placard là. Et c'est vrai que j'ai tendance à l'oublier de temps en temps comme ça, mais ça reste une de mes comédies. Je la place dans mes 10 comédies romantiques préférées, ça c'est sûr et certain. Avec Frankie et Johnny, Quand Harry rencontre Sally, Coup de foudre à Notting Hill et d'autres. Donc Un beau jour, c'est à 13h30 dimanche prochain, enfin ouais dimanche 26 octobre sur Arte. D'ailleurs, il y a une petite anecdote sur ce film-là. C'est George Clooney aurait avoué beaucoup plus tard que les scènes romantiques avec Michelle Pfeiffer, il avait l'air de dire qu'il ne jouait pas vraiment la comédie au niveau de l'amour. Donc il a plus ou moins avoué apparemment qu'il était tombé amoureux de Michelle Pfeiffer sur le tournage. Apparemment. Voilà. C'est ce que j'ai vu et lu quelque part. Est-ce que c'est vrai tout ça? Bon, j'ai pas fait une étude non plus dessus. Hein. J'ai un peu de choses à foutre. Mais c'est ce que j'ai lu apparemment. Donc j'en serais pas étonné. J'en serais pas étonné. Comment ne pas tomber sous le charme de Michelle Pfeiffer et vice versa avec George Clooney, mais bon. On va finir pour les films à voir cette semaine à la télé avec Independence Day le dimanche 26 octobre à 21h10 sur TF. C'est un film de 96 fantastique avec Will Smith, Bill Pullman et Jeff Goldblum de Roland Emmerich. Alors je vais pas te lire le synopsis parce que le synopsis il spoil sa race là. Il spoil de ouf. Disons que... Alors ça c'est un film quand même. Là j'ai été le voir au cinéma. Ça je peux te dire que j'ai été le voir celui-là au cinéma parce qu'on a été le voir je crois. Sans déconner presque 3 fois de suite. C'était pendant la fête de la musique et tout ça.
Pas la fête de la musique, la fête du cinéma. De toute façon, fête de la musique, fête du cinéma, c'est la même période, je crois, non? C'est en juin, je sais plus. Ouais, en juin, c'était en juin. La fête du cinéma, c'est en juin. Ouais, peu importe, tu me diras ça. En tout cas, à l'époque, la vache, on a dû le voir 3 fois d'affilée. Euh, je me demande si on n'a pas été le voir 2 fois d'affilée le même jour. On est resté dans la salle. Putain, si on avait fait ça. Je sais qu'on a fait une fois ça. On était resté dans la salle de cinéma. Et c'était sur Independence Day. On avait été voir Independence Day, on était à peu près au milieu, tu vois. À la fin du film, tout le monde s'était barré et on était resté pour la séquence suivante, mais on s'était mis devant. Hop, on s'était bougé devant. On s'était mis devant, on se dit putain, on va en prendre plein les yeux, on va se mettre devant pour être impressionné. Et c'est vrai que c'était une grande salle. C'était le cinéma qu'ils ont fermé depuis à Caen, là, au centre-ville. Et qu'il y avait devant le Quick, il y avait un Quick aussi avant, ça j'en ai déjà parlé. Et en fait on s'était mis devant, puis on avait pris plein les yeux, on était peut-être un peu trop près la deuxième fois quand même. C'est vrai que devant, t'es là comme ça. Mais ouais, c'était je crois le seul film qu'on avait dû faire. On l'avait regardé 2 fois de suite, et on avait peut-être dû le voir une troisième fois, peut-être pas, je sais plus. Mais c'est sûr, 2 fois de suite, un truc de fou. 2 fois de suite. Après, ce que je me rappelle, c'est que je l'avais acheté en VHS à sa sortie. 9, bah oui, 9. Et mon frère, mon grand frère, il était là, il guettait d'Independence Day. Tout de suite, il faisait copain-copain, tu sais. Alors que on n'a pas toujours été copain-copain. Là, il a fait copain-copain pour que je lui prête Independence Day, tu sais. J'ai dû lui dire non, 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 je d'abord me le mater pour moi, peut-être une dizaine de fois, puis après on verra, tu sais. Le même qui m'avait emprunté sans me demander mon avis le CD de Lionel Richie et qui me l'avait rendu rayé. Voilà, j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos précédentes et c'est pour ça que lui, voilà quoi. Bon bah ça c'était pour les films à voir cette semaine à la télé. Alors on passe aux incontournables films de Noël. J'en ai choisi 4. 4 qui sont très sympathiques. Alors je l'ai dit en début de vidéo, je peux t'assurer que ceux-là ils sont très sympathiques. Si t'aimes bien les films de Noël, si tu détestes les moindres comédies romantiques, tout ce que tu veux, évidemment, bah, tu passes ton chemin. Donc le mardi 21 octobre, on a les biscuits préférés du Père Noël à 12h05 sur TMC. C'est un film de 2018 avec Rachel Boston et Andrew W. Walker. Un film de Gary Yates. Alors je te lis les synopsis. Allison gère une boulangerie à White Pine, un petit village de montagne du Tennessee. Un jour, Matthew, un séduisant promoteur immobilier, arrive dans le village et entend racheter l'établissement. L'acquisition s'inscrit dans une démarche globale visant à faire du village une station de ski d'entreprise. La commerçante s'oppose à cette requête, mais ne va pas tarder à tomber sous le charme de Matthew. Donc voilà, très sympathique, je l'ai vu entièrement, je l'ai vu plusieurs fois, je peux que te le conseiller et j'en dirai pas plus. Voilà. Après, le samedi 25 octobre, il faut sauver la boutique de Noël à 13h35 sur TMC. C'est un film de 2022 avec Vanessa Lenges et Jess Hutch. C'est un film de Bill Corcoran. Charlie a une semaine pour tenter d'empêcher la fermeture des boutiques de jouets de la chaîne qu'il emploie. Lorsqu'elle rencontre Grant, le directeur d'un magasin, sa vie est bouleversée. Enfin, sa vie est bouleversée, faut pas exagérer, elle n'est pas bouleversée tout de suite. Toi. Elle rencontre et après il se passe des choses et ils tombent tous les deux sous le charme l'un de l'autre. Et ça se finit toujours pareil, donc je spoil rien du tout. Quoi. Ouais, super petit film que j'ai vu entièrement plusieurs fois aussi. Après, on passe au samedi 25 octobre avec 4 Noëls et un mariage à 15h10 sur TMC. C'est un film un peu plus vieux de 2017. Quoique là, tu vois, parmi les 4 films que je te propose, on a 2018, 2017 et 2014. Ça reste, c'est quand même une époque où les films de Noël étaient pas nazes, où t'es pas bourré d'idéologie à la con. C'était des films vraiment intéressants.
pense que dans tout ce que je vais te proposer, il y aura rarement des trucs très très récents. Le plus récent, c'était Il faut sauver la boutique de Noël en film de 2022. Donc là, 4 Noël et un mariage à 15h10 sur TMC. C'est juste après, hein. C'est juste après Il faut sauver la boutique de Noël. Si tu veux te faire un samedi après-midi, film de Noël, 13h35, 15h10, t'as 2 films de Noël que je te propose là. Donc là, c'était un film de 2017 avec Ariel Kebel et Corey Sevier de Marita Krabiak. Chloé travaille dans l'événementiel, elle organise une foire de Noël dans la ville de Fairmont. La première année, elle tombe amoureuse d'Evan, mais Evan vient d'être muté à part et... La première année, elle tombe amoureuse d'Evan, mais Evan vient d'être muté et part à l'étranger. Ce que j'ai vraiment bien aimé dans ce film-là, c'est le côté plusieurs Noëls. Je crois que ça se passe sur 4 Noëls différents. Je suis con, c'est le titre. 4 Noëls et un mariage. C'est le titre. Donc ça se passe sur 4 Noëls différents. Donc elle tombe amoureuse d'un gars qui lui part à l'étranger. Bon, ça c'est dans le synopsis. Le deuxième Noël, pas de bol, il sort avec une nana, il a rencontré une nana là-bas. Donc il revient, donc elle le revoit et tout ça, donc voilà, etc. Ce que j'ai bien aimé dans ce film-là, dans ce film-là, c'est ce côté multisaison et ce côté un peu triste où tu passes à côté de ta vie, quoi. T'es passé à côté du grand amour pour un rien, c'est dommage, tu vois. Et chaque année, il se passe des choses, je vais pas te raconter, je vais pas te spoiler. Et évidemment, tout est bien qui finit bien parce que c'est un putain de film de Noël. Et dans les films de Noël, ça se finit bien. Alors dans ta vie, tout finit mal. Le mec est complètement frustré. Tu sais. Le mec qui vit dans la rancœur du passé. Donc voilà, c'est un film de Noël qui est intéressant. Franchement, je te le conseille. Là, t'as une petite après-midi de film de Noël le samedi 25 octobre qui est très intéressante. Et on va finir avec le dimanche 26 octobre avec un grand classique, le médaillon de Noël à 11h55 sur TMC, donc vraiment fin de matinée. Si t'as pas envie de regarder les infos à midi, tout ça, et tu regardes le médaillon de Noël ou tu l'enregistres pour l'après-midi, hein, tu fais comme moi. C'est un film de 2014, c'est un vieux film et qui repasse parce que c'est un grand classique. C'est avec Bethany Joy Lenz que j'aime beaucoup et John Reardon. Et c'est un film de Norma Bailey. Alors je te lis le synopsis. Christine, une mère divorcée qui peine à joindre les deux bouts, s'est installée il y a quelques mois à Wilsonville, une petite bourgade du Vermont. Un matin, elle sauve la vie d'une dame, Judy, victime d'une crise cardiaque. En lui venant en aide, elle égare un médaillon représentant l'étoile polaire, un objet auquel elle tient énormément, car il lui vient de son père, qu'elle n'a jamais connu. Alors c'est un grand classique, mais voilà, on va dire, j'ai une vie de merde, j'ai quand même une belle vie de merde, mon taf ça va pas, j'ai une belle vie de merde quand même, et puis finalement, vu que c'est un film de Noël, et à la fin c'est juste la magie de Noël, tout est bien qui finit bien, mais façon x10 XXL, hein. C'est un mec, un machin, enfin je vais pas te spoiler, si tu l'as pas vu je vais pas te spoiler. Mais là c'est plus de la magie de Noël, c'est le foutage de gueule de la magie de Noël, hein. Parce que tu passes d'une vie un peu pourrie quand même, quoi qu'elle a des enfants, puis elle a pas l'air, ça va, quoique, moi, je vais pas te spoiler non plus le début, mais tu passes quand même d'une vie compliquée, on va dire, à méga magie de Noël, ta race qui te fout. Et à la fin, c'est tellement incroyable. C'est tellement incroyable, la magie de Noël. T'aimerais que toi, cette magie de Noël, elle te percute la tronche à chaque Noël, parce que la vache. Donc, bon, évidemment, ça fait rêver, hein, mais c'est du fantastique. Hein. C'est même pas de la. Ouais, c'est du fantastique, c'est un film fantastique. Hein. Mais j'ai envie de dire, les films de Noël, on est vraiment parfois dans du fantastique de fou, quoi. Donc voilà, c'est un grand classique. Je pense que si t'aimes bien les films de Noël et si tu regardes ces deux sections que je te propose, je suis persuadé que tu l'as déjà. Donc voilà, c'est fini pour cette semaine et on se retrouve donc à la semaine prochaine pour un nouveau incontournable. Bye bye.